Salut à tous, c'est Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Pois dans la tête. Alors avant de commencer, j'espère que l'épisode de la semaine dernière sur pourquoi manger moins n'est pas la solution vous a parlé. En fait, j'ai reçu pas mal de messages et ça me touche vraiment de voir que ces réflexions ont résonné chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une phrase que j'entends constamment en consultation. Stéphane, je suis accro au sucre. J'ai un palais sucré, c'est comme une drogue pour moi. Et souvent, ces personnes ajoutent « Est-ce que c'est vrai cette étude sur les rats qui dit effectivement que le sucre est plus addictif que la cocaïne ?» Alors aujourd'hui, on va prendre le temps. On va regarder ensemble ces fameuses études dont tout le monde parle. Pas pour vous dire que vos difficultés n'existent pas, au contraire, mais pour qu'on arrête de vous culpabiliser avec des raccourcis scientifiques qui ne tiennent pas la route. Installez-vous confortablement, on va décortiquer tout ça ensemble. Vous l'avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux ou pire, dans des émissions de grande écoute à la radio ou à la télé, et notamment les matinales à la radio en tête où à la fois dans la même émission on peut trouver parfois un Jimmy Mohamed qui s'évertue à diaboliser le sucre à tout va au point que certains ont décidé de supprimer le sucre et voient ça comme le diable en personne. Et en même temps, des gens comme Emily Steinbach, beaucoup plus nuancés, qui vont effectivement plutôt vous raconter que non, l'être humain n'est pas comme un rat. Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Le sucre active les mêmes zones du cerveau que l'héroïne, vous vous rendez compte ? Vous êtes accro au sucre sans le savoir. Ces affirmations se basent généralement sur des études menées sur des rats, justement, principalement dans les années 2000 à 2010. Et elles sont citées, recitées, déformées, mais rarement vraiment analysées. D'ailleurs, la plupart des gens qui en parlent ne les ont même pas lues. Le problème, c'est que quand vous vivez avec l'obésité, ou quand vous avez une relation compliquée avec certains aliments, cette phrase peut devenir une étiquette, une prison mentale. Je suis accro, c'est prouvé par la science. Je ne peux rien y faire. Votre histoire avec la nourriture mérite mieux que ça. Elle mérite qu'on prenne le temps de comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que non, effectivement, vous n'êtes pas un rat de laboratoire. Et non, aimer manger des choses sucrées ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou d'accro. Alors, qu'est-ce que ces études disent vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'elles ne disent pas? Les 3 études dont tout le monde parle. Première chose à savoir, quand les gens parlent de l'étude sur les rats et le sucre, ils mélangent en réalité 3 études complètement différentes, avec des protocoles différents et des conclusions, différentes elles aussi. L'étude numéro 1, Bordeaux en 2007. C'est celle qui fait le buzz. Des chercheurs donnent aux rats le choix entre 2 leviers. Un qui leur donne de l'eau sucrée, et un autre qui leur injecte de la cocaïne en intraveineuse. Résultat, entre 85 et 94% des rats préfèrent l'eau sucrée. Même ceux qui étaient déjà habitués à la cocaïne. Impressionnant, non? Sauf que les chercheurs eux-mêmes précisent dans leur propre étude que la majorité des rats sont naturellement résistants à la cocaïne. Seulement 10 à 15% des rats deviennent vraiment dépendants à cette substance. Donc, quand les rats préfèrent l'eau sucrée, est-ce vraiment surprenant? Ils préfèrent quelque chose qu'ils aiment naturellement à quelque chose qui ne les rend pas si particulièrement accros. Moi, je préfère un bon café le matin plutôt qu'une cigarette. Bon, il fut un temps, j'aurais dit carrément l'inverse, mais bon. Ça ne fait pas de moi un drogué au café, au même titre que lorsque j'étais un fumeur complètement dépendant à la nicotine. L'étude numéro 2, les électrochocs, en 2004. Celle-là est moins connue, mais elle est absolument cruciale pour comprendre la différence entre préférence et addiction. Les chercheurs donnent des chocs électriques aux rats quand ils vont chercher leur récompense. C'est dur, mais c'est le test ultime.
Qu'est-ce qui est assez puissant pour que l'animal continue malgré la punition et les électrochocs? Résultat avec la cocaïne, certains rats continuent d'y aller malgré les électrochocs. C'est ça la vraie compulsion addictive. Résultat avec le sucre ou la nourriture, ils arrêtent immédiatement, direct, pas d'hésitation. Alors vous voyez la différence fondamentale? Face à une conséquence négative, le comportement face au sucre s'arrête. En revanche, celui face à la cocaïne peut persister. Ce n'est pas la même chose du tout. Étude numéro 3, les Oreos, en 2013. Celle-ci, elle est devenue virale parce que... c'est des Oreos déjà. Les chercheurs ont mesuré l'activation neuronale dans le cerveau des rats. Oreo versus cocaïne. Résultat, les Oreos activent plus de neurones dans le centre de récompense. Mais attendez, un Oreo, ce n'est pas que du sucre. C'est un combo gras, plus sucré, plus texture, plus du sel. On ne peut pas vraiment isoler le sucre et dire c'est lui le coupable. C'est l'aliment dans son ensemble qui active fortement le circuit de récompense. Et d'ailleurs, l'industrie agroalimentaire ne s'y trompe pas. C'est bien ce pourquoi vous trouverez souvent ce combo magique gras, sucré, salé, avec des textures variées. Et c'est cette recette magique qui rend l'aliment si appétant qu'effectivement, il constitue une petite bombe pour notre circuit de récompense. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin dans l'analyse de ces études, je suis en train de préparer une vidéo YouTube où je vais détailler les 7 biais méthodologiques que l'on retrouve dans ces recherches sur les rats. Et vous verrez que c'est vraiment éclairant et ça complète parfaitement ce que l'on voit aujourd'hui. Je vous mettrai le lien en commentaire de cet épisode dès que la vidéo sera publiée. Alors maintenant que je vous ai présenté brièvement ces 3 études qui finalement n'ont démontré qu'une chose, c'est que le goût sucré est une préférence et non pas une addiction, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Le goût sucré, c'est un signal de survie, pas une pathologie. Prenons du recul une seconde. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, quand ils trouvaient un fruit mûr et sucré dans la nature, c'était jackpot. De l'énergie disponible immédiatement et quelque chose de non toxique surtout. Le goût sucré, c'est un signal biologique ancré en nous depuis des millions d'années. Tous les mammifères aiment le goût sucré. Ce n'est pas une addiction, c'est une réponse adaptative normale et qui permettait de reconnaître quelque chose de comestible de quelque chose qui pouvait au contraire être toxique. Vous trouverez rarement dans la nature des aliments toxiques qui ont le goût sucré. Je pense à cette patiente qui m'a dit récemment « Je me déteste, je ne peux pas résister au chocolat ». Alors on a discuté longuement bien sûr. Elle s'interdisait complètement le chocolat pendant des semaines, puis craquait et en mangeait une tablette entière. On parle souvent du chocolat, mais ça revient souvent dans les consultations. Quand on a creusé ensemble, on s'est rendu compte que ce n'était pas le sucre qui était addictif. C'était la restriction qu'elle s'imposait qui créait en fait la compulsion. La culpabilité qui amplifiait le comportement encore plus restrictif après. Elle n'était pas accro au sucre, elle était prisonnière d'un cycle de restriction-compulsion que nous avions créé en diabolisant certains aliments, et notamment le chocolat. Alors justement, j'ai reçu une question d'une auditrice suite au dernier épisode du podcast où j'explorais les conséquences psychologiques lorsque l'on se restreignait et que l'on mangeait moins et que l'on se privait. Julie m'a écrit
Stéphane, si le sucre n'est pas addictif, pourquoi j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'arrêter quand je commence à manger des bonbons? Eh bien, excellente question, Julie. Plusieurs choses peuvent expliquer ça. D'abord, la restriction. Si vous vous interdisez ces aliments, votre cerveau les rend encore plus désirables. C'est prouvé. La restriction cognitive crée de la compulsion. Ensuite, il y a le contexte émotionnel. Comme les rats dans leur cage vide et ennuyeuse, si vous mangez ces aliments dans des moments de stress, de solitude ou d'ennui, ils deviennent associés à un soulagement émotionnel. Ce n'est pas la molécule de sucre qui est addictive, c'est qu'elle procure un véritable réconfort dans un moment difficile. C'est un moyen de réguler votre émotion. Et enfin, l'effet tant qu'à faire, ou foutu pour foutu. Si vous pensez que c'est mal de manger des bonbons, et que vous en avez mangé un, votre cerveau se dit « bon, c'est foutu pour aujourd'hui, j'ai dérogé à ma règle, alors autant tout finir ». C'est ce qu'on appelle l'effet violation de l'abstinence. Pourquoi on compulse? Parce que l'on a ouvert une porte, une dérogation à notre règle. Mais on sait que dès lors que l'on va arrêter de manger ces foutus bonbons, eh ben on va refermer cette porte et on va s'imposer à nouveau la règle. D'ailleurs, souvent on se dit, on ne m'y reprendra plus. Et donc, inconsciemment, on retarde ce moment où on referme la porte, jusqu'à ce que le paquet de bonbons, la tablette de chocolat ou le paquet de chips soit terminé. Rien de tout ça n'est une vraie addiction au sens médical. Les vraies différences. Une vraie addiction, selon les critères psychiatriques, c'est premièrement une perte de contrôle totale. Deuxièmement, une consommation compulsive malgré des conséquences graves et connues. Troisièmement, un syndrome de manque physique au sevrage. Quatrièmement, une tolérance. J'ai besoin d'augmenter constamment les doses parce que je deviens de plus en plus tolérant à la substance. Et cinquièmement, des rechutes répétées, même après un sevrage, accompagné ou non. Les personnes qui mangent du sucré, ils n'ont pas de syndrome de manque physique, ils n'ont pas de tremblement, ils n'ont pas de sueur, ils ne connaissent pas de crise convulsive si on leur retire le sucre. Et même les Oreos qui ont à la fois du gras, du sucre, du salé, etc. Et ils n'augmentent pas leur dose de façon exponentielle non plus, comme avec une vraie drogue. Et surtout, face à une vraie punition, face à une vraie conséquence grave, ils peuvent arrêter. Comme les rats qui arrêtent net face aux électrochocs. Bon, je veux vous rassurer tout de suite, pas d'inquiétude, je n'ai jamais donné d'électrochoc à aucun de mes patients, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Mais plus sérieusement, il ne s'agit pas du tout de minimiser vos difficultés, de nier la réalité qui est la vôtre, qui est réelle, mais ce n'est pas une addiction au sucre. C'est autre chose, quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus humain. Et ça change tout. Parce que si ce n'est pas une addiction biologique inévitable, alors il y a des leviers d'action, il y a de l'espoir. Et vous pouvez avoir une action engagée par rapport à votre relation au goût sucré. Application pratique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Si vous avez l'impression de perdre le contrôle, entre guillemets, face à certains aliments sucrés, et vous l'avez compris, généralement aussi sont un peu gras et salés, posez-vous ces questions. Premièrement, est-ce que j'essaie de restreindre ces aliments? J'ai une relation particulière avec tel ou tel aliment sucré, mais est-ce que
je m'interdis ou je réduis cet aliment. Si vous vous interdisez quelque chose, votre cerveau le désirera encore plus. Deuxième question. Est-ce que je m'autorise à manger ces aliments, mais sans culpabilité? La culpabilité amplifie le comportement. Essayez vraiment de vous donner la permission inconditionnelle. Ce n'est pas facile, je le sais, mais ça change la donne. Tant que vous jugerez cet aliment défavorablement par rapport à votre poids ou à votre santé, vous culpabiliserez et donc vous amplifierez ce comportement, cette relation addictive. Troisième question, qu'est-ce qui se passe émotionnellement quand j'éprouve l'envie de ces aliments? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis en train de m'ennuyer? Est-ce que je me sens seul? Est-ce que je connais la solitude? Comme les rats dans leur cage vide, notre environnement et nos émotions influencent énormément nos comportements alimentaires. Je ne suis pas en train de vous dire que si c'est un stress ou un ennui qui vous fait aller vers cet aliment, qu'il ne faut pas y aller. Vous l'aurez compris, il faudra y aller, mais en posant un cadre lorsque vous prendrez cet aliment et que vous le kifferez, si je puis me permettre. Quatrième question, est-ce que j'ai d'autres sources de plaisir et de réconfort dans ma vie? Si la nourriture est votre seul échappatoire, elle prendra forcément, naturellement, une place disproportionnée. Pas facile non plus d'y remédier si c'est le cas, je le sais. Mais là aussi, ça change la donne. Alors mon conseil de la semaine, pratique, en tout cas j'essaye, choisissez un aliment que vous adorez, mais que vous vous interdisez ou que vous réduisez le plus possible, ou que vous évitez d'acheter. Eh bien justement, achetez-en une petite quantité et mangez-en consciemment, sans culpabilité. Observez ce qui se passe. Observez vos pensées, vos sensations. Pas pour vous juger, juste pour voir. Voyez ça comme une exploration, une observation de votre comportement et de ce qui se passe en vous. Souvent, quand on enlève l'interdit, quand on enlève la culpabilité, l'aliment perd son pouvoir et vous reprenez le pouvoir sur lui. Il redevient juste de la simple nourriture. Et du coup, il vous désintéressera la plupart du temps. Et il ne vous intéressera que pour ce qu'il est vraiment, de vous apporter un réconfort lorsque vous en avez vraiment besoin, ou de l'énergie lorsque vous en avez vraiment besoin. Récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui. D'une, les études sur les rats montrent que le comportement face au sucre est fondamentalement différent en réalité de celui face aux drogues. Y compris les rats abandonnent le sucre face à la punition, mais pas la cocaïne. De deux, le goût sucré active le circuit de la récompense. C'est vrai. Mais ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une révolution. Comme la musique, comme un câlin, comme le sexe, c'est du plaisir naturel. Ça n'est pas une addiction pathologique. De trois, les vraies difficultés que vous rencontrez avec certains aliments ne sont pas dues à une addiction au sucre. Vous ne vous ruez pas dans le rayon du sucre en poudre quand vous allez faire vos courses. Ces difficultés viennent souvent de la restriction, de la culpabilité et du contexte émotionnel. Et ça, on peut travailler dessus ensemble. Alors non, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas des drogués au sucre.
Il n'y a pas de fatalité. Votre histoire avec la nourriture, elle est complexe, elle est humaine, et elle mérite qu'on la traite avec respect et nuance. Et bien sûr, vous l'avez compris, pas comme on la traite dans les réseaux sociaux, à tout bout de champ pour faire le buzz. La semaine prochaine, enfin, la fois prochaine devrais-je dire, puisque, encore une fois, Stéphane, il s'est pris pour Superman. Non, je pense que de manière hebdomadaire, ça va être un peu chaud comme objectif, donc je ferai du mieux que je peux, au moins 2 fois ou 3 fois par mois en tout cas. Donc la fois prochaine, on parlera, alors, soit de comment gérer le stress professionnel et d'éviter l'impact sur l'alimentation émotionnelle, parce que c'est souvent là que justement tout se joue, dans nos émotions, notre contexte de vie, et pas dans une molécule de sucre. Bon, ça c'est une problématique que je connais bien de par ma vie antérieure professionnelle de cadre commercial toujours pris entre 2 avions ou 4 rendez-vous. Soit j'ai bien envie de parler aussi de grossophobie et de la stigmatisation de la société. C'est 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais le faire. Si vous souhaitez me donner quelle est votre préférence, n'hésitez pas, puisque je vais réfléchir à tout ça incessamment sous peu. Donc voilà, si cet épisode vous a parlé, eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire ou m'envoyer un message, comme Julie l'a fait la dernière fois. Et si vous avez des questions pour un prochain épisode, eh bien je serai ravi de vous lire. Pour un accompagnement personnalisé, toutes les infos sont sur 130kg.fr. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire que j'ai récemment mis en place un système de réservation pour des consultations en visio, depuis le site 130kg.fr, où vous verrez des petits boutons prendre rendez-vous un peu partout en naviguant. D'ici là, prenez soin de vous et surtout soyez bienveillants avec vous-même. À très vite!